Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre émission quotidienne faite de musique et de conversation. Ça tombe bien, mon invité aime parler et le fait bien. Le verbe est au centre de son activité depuis quelques années. Le sien est haut et drôle. Ah oui, je précise, mon invité est humoriste, pas énarque. Je sais que le début était un peu confusant. La drôlerie n'empêchant pas la profondeur, voilà donc quelqu'un qui explore les sommets comme les tréfonds de l'âme humaine, en tout cas la sienne, et en miroir la nôtre, forcément. Après SketchUp, Free the One Woman Funky Show, je savais que j'allais la panner, Monsieur Charlet, place à Être Humain. Son dernier spectacle, présenté dans une forme particulière, des ciné-rencontres pour libérer notre rapport à la vulnérabilité. Oui, du stand-up sur grand écran. Par exemple, le 6 mars au Cinéma Galerie à Bruxelles, le 8 au Pâté Fauvette à Paris, le 14 au Kinépolis de Nancy. Toutes les dates à retrouver sur le site de, et j'en profite pour dire bonjour Charles Soignon. Bonjour. Merci de passer par ce studio. Mais plaisir, merci de m'accueillir. Alors, on va évidemment parler du spectacle et de cette nouvelle formule, et de toi aussi. Mais avant ça, la question rituelle de cette émission, quel est ton rapport à la musique dans la vie de tous les jours? Oh, mon rapport. Eh bien, écoute, je viens de Rouen, là, j'étais en voiture, j'ai écouté que de la musique, évidemment. Beaucoup de Angie Stone aujourd'hui. Bah oui, on a appris sa disparition. Ouais, j'ai versé mes petites larmes sur la route, mais la musique, c'est primordial. De toute façon, pour moi, l'humour, c'est de la musique aussi. Une affaire de rythme. Une affaire de rythme, évidemment, de flow. Et la musique, ça a toujours été présent dès le matin dans ma vie, et c'est très important, quoi. Ça sert à aiguiller les humeurs ou le mood de la journée? Oui, ou du coup à se remettre bien dans une bonne humeur aussi. Quand ça va pas, c'est musique vite, musique, danser, chanter, se libérer, c'est hyper important. C'est une question que je pose souvent ici. Il y a deux équipes. Quand tu vas mal, est-ce que tu écoutes des trucs un peu up-tempo pour te remettre bien, ou est-ce qu'au contraire, tu acceptes de plonger et tu écoutes des trucs super tristes? Non, j'y vais à fond, je plonge. Envoyez-moi du slow infernal. Allez, Amy Winehouse en boucle. La musique, tu as pratiqué d'ailleurs, me semble-t-il, sur un spectacle. Oui, dans le spectacle Free, effectivement, The One Woman Funky Show, quel titre incroyable. C'est ça, j'ai été avec des musiciens sur scène, de soul, jazz, et l'idée c'était de parler de liberté. C'était déjà presque une prémisse à Être Humain, parler de la liberté que la musique noire américaine a pu apporter aux esclaves à une époque, et puis ce que ça m'apporte moi aujourd'hui, effectivement, c'est par la musique on se libère de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Eh ben on démarre en musique avant de parler du spectacle. Je te propose les Roots, c'est Erykah Badu, You Got Me. Le score sur Radio Nova. Et You Got Me, The Roots et Erykah Badu font-ils partie des playlists de Charles Soignon? Oh oui, Erykah Badu, tellement. Bah alors ça, celle-là, on parlait de chansons pour se remettre un peu dans l'axe. Ouais. Là, on est d'accord qu'on est sur une mélancolie infinie. Enfin, je sais pas dans quel état te met cette chanson, mais... Ah, c'est marrant, moi, ça me met dans un vrai groove. Une bonne humeur. Ah ouais? Ah, franchement, une bonne humeur. Bah, super. Peut-être parce que je comprends pas toutes les paroles. Non, mais du coup, ça veut dire que c'est toi qui vas me porter à partir de maintenant, et ça, c'est chouette. Beaucoup, c'est une bonne vibe. Charles Soignon en tournée dans les cinémas pour y présenter son dernier spectacle, Être Humain, et en discuter, et donc libérer notre rapport à la vulnérabilité. Ça nous en fait des sujets de conversation, mais partons déjà du point de départ du spectacle. On va définir être humain ce soir, c'est ça qu'on va faire. On ne connaît pas les définitions en général et on n'ose pas demander. J'ai une pote pareil, elle avait remixé une expression, elle m'a fait bon trèfle de plaisanterie. Quoi Couis-je Elle était à l'aise. Les gens lui ont rien dit pendant tant d'années. Les gens sont méchants. Alors, ce n'est pas là qu'une exploration des mots, puisque tu le dis d'emblée, personne ne cherchant de définition commune, tout le monde trouve son sens particulier, et dans ces conditions, comment est-ce qu'on fait pour se comprendre? Et oui, je te pose la question. Moi, la meuf payée pour les poser. Yes, c'est ça, c'est que je fais très attention quand je discute avec quelqu'un et que je vois qu'il y a une divergence, qu'on se comprend pas. Souvent, je vais demander, mais attends, c'est quoi ta définition du mot exactement? Et puis à partir du moment où on a nos définitions à chacun, on peut commencer à dire ok, c'est pour ça qu'on se comprend pas. Parce qu'on part pas de la même base, quoi. Donc c'est quand même cool de repartir du dictionnaire parce qu'il y a quand même une utilité à cette chose, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on y trouve. Ça me permet d'avoir une base de discussion commune, quoi. Et être humain, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que ça reste une expression, c'est pas un mot. Et donc il y a plein de divergences dans les définitions, dont une qui me paraît assez folle, Qui est être humain, c'est un être vivant qui se différencie des autres êtres vivants
par son déplacement bipède, ses mains préhensiles et son intelligence développée. Et j'ai envie de me dire de qui a écrit parle-t-on, ça ouais. Qui a écrit ça avec toute modestie là. Et alors, vient s'ajouter à ça, être doué de compassion et d'empathie. Tout à fait. Est-ce que ce ne sont pas là, finalement, les qualités les moins équitablement partagées aujourd'hui ? Ah, évidemment, mais on tend vers. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. j'essaie de tendre vers et je vois qu'il y a plein de gens qui essaient de tendre vers ça, vers cette compassion et cette empathie, cette écoute de l'autre. On le voit avec les mouvements féministes, avec beaucoup de mouvements essayent de tendre vers cette compassion et cette empathie, et puis de réveiller les autres aussi à leur empathie aussi. Être humain, c'est une action, un effort à faire. C'est toi qui le dis. Je trouve ça extrêmement brillant. C'est comme l'identité, ça peut pas être une notion figée, être humain. Ah non, pas du tout, Ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, ce que je le dis dans le spectacle, on l'entend mieux en anglais, quoi. Human being, Ouais. c'est vraiment une action, et c'est pas quelque chose qui est... Pour moi, on est des êtres vivants, et des fois, on est humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une expression qui dit, c'est pas humain. Ouais, exactement. Pour les humains. Ouais. Et à ta définition, j'ajouterais fragile sans avoir toujours conscience de l'être. On nous a trop dit qu'on était les goats de toutes les espèces, C'est je vrai. trouve, et que la fragilité n'entre pas assez dans la définition de l'être humain. Tout à fait. Je me suis rendu compte d'ailleurs que humanisme, c'était clairement un mouvement, un courant qui me convenait pas du tout, parce qu'en fait, l'humanisme, effectivement, c'est mettre l'humain au centre et oublier toutes les autres espèces. Et donc, on est quand même dans un courant humaniste depuis un moment, et on se met beaucoup au centre, effectivement. Ouais. Et c'est pas bon, c'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Il y a quelques preuves, hein. Enfin, je sais pas, Oui. bon, d'allumer la radio, la télé. Tout au long du spectacle, tu interroges cette notion de définition, mais aussi celle d'identité, de code, d'expérience, mot pudique pour dire drogue, de folie parfois. Tu as toujours été dans une veine que je décrirais comme introspective, mais cette fois, c'est plus intime encore. Est-ce que tu dirais que être humain a été plus facile ou plus difficile à écrire que les autres ? À la fois plus facile et parce que plus vrai encore que les autres, encore plus au cœur de ce que je voulais raconter et plus difficile parce que certains sujets sont difficiles à aborder, ont été difficiles à aborder pour moi. Notamment le sujet de la pédocriminalité, très difficile à aborder quand on l'a vécu soi-même. Donc il y a plein de blagues qui finalement ne sont pas restées dans la version définitive du spectacle, mais ça me posait la question de c'est quoi être humain quand ça existe autant, cet aspect-là de nous. Donc oui, ça a été à la fois libérateur et en même temps ce qui est libérateur et je pense que pour se libérer justement ce rapport à la vulnérabilité et pour accepter ça chez nous, il faut comprendre que c'est pas forcément évident et que ça passe par une souffrance, une forme de difficulté, mais que après ça fait du bien quand même, quoi. Tu vois, donc il y a cette ambivalence-là qui est importante. Ouais. Sur les codes et l'identité, une autre réflexion que je trouve brillantissime. Si c'est naturel d'être une fille, pourquoi est-ce qu'on nous impose des jeux comme au hasard, la marelle, l'élastique, les cordes à sauter. Non, mais ça... Bien sûr, ça me rappelle le mois au CP, quoi. Quand je voulais jouer au foot parce que j'aimais bien le ballon, parce que mon papa m'avait toujours joué au ballon avec moi et qu'arrivé à l'école, j'ai essayé de jouer avec les garçons et ils m'ont dit non, toi tu peux pas jouer à ça. Et j'ai pas compris parce que j'avais des pieds aussi, quoi. Tiens, prends un caillou et jette-le sur un numéro. Exactement. Une activité vraiment... Comme je dis dans le spectacle, c'est dire comment on nous respectait à l'époque. Un caillou pour jouer, c'est vraiment pas sympa, quoi. On poursuit la conversation, évidemment. Make It Better, ce n'est pas qu'un vœu pieux, c'est aussi le titre d'Anderson .Paak qu'on écoutera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Anderson .Paak, Smokey Robinson, Make It Better. Oui, c'est le SAV qui va intervenir. Charles Soignon, est-ce que la playlist te convient toujours? Oh, oui, parce que j'ai juste pendant la musique justement, j'étais là, quelle bonne playlist. Allez. On m'a dit sur mesure. J'étais parfait. Pourvu que ça dure. Une autre interrogation qui m'est venue en regardant le spectacle. Être faillible et être drôle, comment est-ce que ça s'accorde et quelles sont les limites qu'on se fixe? Alors, je pense que c'est vraiment, en tout cas dans l'humour que je pratique et celui de beaucoup de mes collègues, être vulnérable, c'est ce qui fait rire les gens, montrer notre vulnérabilité, assumer ça. Quelle est l'autre question? Quelles sont les limites qu'on se fixe? Quelles sont les limites Moi, je me suis pas forcément fixé de limites, si ce n'est ne pas me faire de mal. Parce que si je me fais du mal quand je fais des blagues, c'est que c'est pas cool pour le public. Mais c'est la seule limite que je me fixe. C'est le but, c'est effectivement de rire, de s'alléger et non pas de s'alourdir, quoi, à travers l'humour. C'est pas une thérapie. Ça a pu t'arriver de me faire du mal, de t'alourdir tout à fait, dans le rodage de être humain, en essayant plein de blagues, effectivement, et encore une fois sur ce sujet de la pédocriminalité, c'est compliqué, quoi. Je me suis trigger à plein de moments, et j'ai dit bon, on va enlever cette blague, on va enlever celle-ci, je suis pas encore prête à ça,
Et puis même sur d'autres sujets, évidemment, comme l'hôpital psychiatrique. Ouais. Et c'est fun, le spectacle. Parce que les gens qui écoutent doivent se dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, puisque tu y fais référence, je me permets juste d'expliquer. Tu évoques sur scène un recouvrement de mémoire assez récent d'un événement ultra traumatique. Voilà. Et donc, de fait, tu arrives à en faire quelque chose, finalement, d'assez lumineux, en tout cas. Oui, tout à fait. J'essaie de mettre de la lumière là où c'est sombre. C'est un peu ça l'idée de mon travail depuis toujours. Ouais. Et donc la seule limite que je me fixe, c'est celle-ci, c'est que ne pas se faire de mal. De pas se faire de mal, de pas faire de mal au public. Le but, c'est vraiment de rigoler ensemble et de transformer l'essai, quoi. Dans le prolongement du spectacle Être humain, on en vient donc à libérer notre rapport à la vulnérabilité. Exaucer la tienne a suscité chez les gens qui te suivent et viennent te voir une libération de la parole. Est-ce que c'est là qu'est née l'idée de ces ciné-rencontres? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, quand je jouais le spectacle en live encore, il y avait un phénomène assez fou, c'était que les gens ne m'envoyaient plus des juste bravo, c'était super, mais 2-3 jours plus tard, il y avait comme une espèce de digestion du public et je recevais des pavés en DM, des personnes qui voulaient juste me raconter un bout de leur vie en disant voilà, je suis en train de le dire pour la première fois. Je suis en train de le dire et de me libérer et c'est vraiment, je pense, le cœur de ce pourquoi j'ai fait des blagues au tout début en vérité. C'est de dire regardez, on peut rire de ça, on peut rire de l'homophobie, on peut rire du racisme pour s'en sortir et pour prendre un pas de recul. Et là, on est allé plus loin dans des sujets personnels qui finalement amènent à l'universel, à plein d'intime chez les gens. Et oui, ça fait partie des facteurs qui ont fait que j'ai fait les ciné-rencontres. Mais il y avait aussi cette idée de pouvoir montrer le spectacle au public sans forcément le mettre sur une plateforme bien sûr. Ou sur YouTube. Moi qui adore consommer YouTube, par exemple, je me disais, ce spectacle il est tellement intime, je suis pas sûre que j'ai envie que les gens le regardent aux chiottes comme je regarde YouTube des fois, tu vois, racontant mon enfance. Et je me suis dit, ok, j'ai envie qu'ils rigolent encore ensemble en salle et surtout qu'on puisse aller plus loin dans le rapport public qui a toujours été très vertical, c'est-à-dire je parle, vous payez et ciao. J'avais un vrai besoin de les entendre parler aussi, les écouter et rappeler, parce qu'il y a un truc qui m'a toujours marqué dans ma carrière, c'est quand je demande aux gens des fois qu'est-ce que tu fais toi dans la vie, et qu'ils me disent moi c'est pas important. Et je trouve que c'est le danger de créer une masse, de créer voilà. Je veux rappeler au public que le public c'est des individus et que ces individus ils ont quelque chose à jouer dans la société. Ils sont pas juste une masse. Et je pense qu'on est tous un peu artistes. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais pour moi on est tous un peu artistes à notre manière. Et je veux leur rappeler ça. Et effectivement, les ciné-rencontres ont commencé depuis 1 mois, et c'est assez magique ce qui se passe parce que la rencontre après le spectacle, c'est des gens qui parlent ensemble et qui parlent avec bienveillance ensemble. Et la prise de parole est immédiate, de manière spontanée. Oui, et ce qui est assez beau, c'est que c'est souvent des personnes qui ont des problèmes, qu'on dit qui sont un peu en marge de la société, qui ont été en hôpital psychiatrique, qui sont bipolaires, schizophrènes. C'est les premiers qui ouvrent la parole dans cette rencontre et qui sont écoutés et pas mis en marge pour cette fois. Et on fait village en fait. Et je trouve ça hyper beau et ça me remplit. Contrairement au stand-up que j'avais l'habitude de faire en tournée, je suis pas vidé quand je sors, je suis rempli et enrichi de tous ces échanges. Et c'est aussi pour ça que tu as créé une boîte à secrets, dont je te laisse expliquer le principe, et pour donner naissance à un podcast qui s'appelle Soignons-nous. Tout à fait. En fait, la boîte à secrets sur mon site, c'était une manière de dire si vous avez besoin de vous libérer, d'écrire à un endroit. C'est un espace où vous pouvez le faire. Des fois, je ne m'en sers absolument pas de ces secrets. Je sais à quel point juste ça fait du bien. Il y a des gens qui m'écrivent 3 pages de secrets. Ils ont juste besoin de se libérer. Et je sais la force de l'écriture, puisque je l'ai pratiquée depuis mes 7 ans. Et je me suis dit, maîtrise dans ce domaine. Petite maîtrise et surtout une vraie passion pour ça. Donc j'avais envie de partager ma passion de l'écriture parce qu'on se rend compte que écrire pour la santé mentale, c'est hyper bon. Et voilà, et donc il y a cet espace-là, effectivement, il y a aussi le podcast Soignons-nous, où les gens peuvent me laisser des vocaux de façon anonyme pour raconter une humeur du matin, une réflexion, partager quelque chose d'assez fort et personnel. Et encore une fois, ça permet de se libérer, quoi. Juste, c'est une porte d'entrée. Moi, je suis pas thérapeute, je suis pas chamane comme je peux en rigoler dans le spectacle. Je préfère le rappeler aussi au public parce que des fois, ils me posent des questions comme si j'étais un oracle. Alors non, moi, je suis un être humain comme vous. En tout cas, je tente. Mais faisons village et on est tous aussi importants les uns que les autres. C'est pas parce que on m'a vu sur une grande affiche ou à la télévision que je suis plus importante que vous. En vérité, si vous n'êtes pas là, je sers à rien. Donc, on est tous importants. La télé, on y reviendra dans un instant. Juste avant, Kendrick Lamar, SZA, on écoute Luther. Le score sur Radio Nova. Kendrick Lamar, SZA, Luther dans Le Score et toujours en compagnie de Shirley Soignon. Ça va, Kendrick Lamar, SZA, ça marche aussi? C'est merveilleux. Bon,
Parfait. Dans le spectacle, tu parles aussi d'un autre aspect important pour nous, les gens, le fait d'être aligné, être en accord entre son être, sa définition, ses valeurs, son image, l'image publique, l'image privée, enfin bref, avec ses idées de manière générale. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu l'es aligné ? De plus en plus. Ouais. Après, c'est une quête jusqu'à la mort, j'ai l'impression, cette affaire. Ouais. On bouge, on est en mouvance tout le temps, évidemment, mais oui, de plus en plus, parce que j'ai été touchée à ma vulnérabilité. Enfin, en fait, voilà, il y avait deux façons de faire. Soit, effectivement, je marchais avec une caillou dans la chaussure toute ma vie en me disant, ouais, ça fait mal, mais je vais prendre quelques substances pour aller mieux. Ouais. Ou alors, j'allais vraiment chercher au fond de la chaussure, là, et puis changer de chaussure, carrément, marcher pieds nus à un moment donné, à s'allonger aussi. C'est difficile. C'est difficile de faire face à soi-même, de faire face à ses démons, à ses ombres, aux choses qu'on nous a à la fois transmis de négatif et de positif. Faut faire le tri et j'ai dû passer par l'arrêt de la scène pendant un moment. Écouter ça chez moi, c'est hyper difficile, mais oui, je me sens bien plus aligné. Et la parole et l'écriture m'ont vraiment permis de vomir ces choses-là, sortir pour les ces réorganiser choses-là, après. pour les réorganiser, sortir et garder ce qui va être bon à garder dans ce puzzle, quoi. Mais est-ce qu'on peut aussi dire moins de télé, plus de santé ? Oui, carrément. Dans ton cas précis ? Dans mon cas précis, évidemment, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est ça, avec mon histoire personnelle, je pense qu'il y a des choses dans le milieu de la télévision, entre autres, qui m'ont rappelé à une forme de traumatisme. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le c'est urgent, il faut, machin, et ça rappelle quelque chose de l'ordre du on est dans la pression, on n'est pas dans l'amour, là, on n'est pas dans l'échange, dans le partage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, et puis d'être assigné exactement à un rôle. À un rôle. Ouais, parce qu'effectivement, être la noire lesbienne, j'ai bien compris que c'était quelque chose qui plaisait beaucoup aux médias à un moment donné, et j'ai dû lutter avec ça parce que je suis pas que ça, je suis je suis loin d'être que ça d'ailleurs. Elle ressemble à quoi ces conversations post-ciné ? C'est-à-dire, quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent ? Eh ben, aligné, justement. On me demande à quel point je me sens aligné maintenant. Il y a souvent la question tout de suite de comment ça va, toi ? Ça va, là, en ce moment ? Ce qui est merveilleux, quoi. Que le public s'intéresse pas vraiment. Une formule de politesse, pour le coup. Oui, le ça va qui veut dire vraiment ça va. C'est un vrai ça va profond. Est-ce que ça va ? Et je suis totalement sincère. Donc, selon le soir, je peux dire, là, ça va pas trop, là, ça va super. C'est tellement riche que ces échanges, que ça m'a même emmené à faire quelque chose que j'avais pas encore fait dans mon parcours lié à mon traumatisme, c'est aller porter plainte. Je suis allé porter plainte sur la route de la tournée. Et ça m'a donné une force incroyable de dire, ok, là je peux aller parler, etc. Donc c'est beau. C'est beaucoup de gens qui disent, moi voilà ce que j'ai vécu, j'ai fait tant de temps d'HP, voilà comment je le ressens, c'est plus ou moins positif ou négatif, il y a toutes les expériences. C'est beaucoup de personnes qui parlent de leur vécu. Là, dernièrement, à Rouen, on parlait du genre, justement, avec un instituteur en maternelle qui, avec le spectacle, commençait à tilter, effectivement, la problématique de cataloguer les enfants. Et puis, il me disait, mais nous, même si on voulait faire autrement, en fait, on a des formulaires, quoi, avec des choses à remplir et des cases à remplir. Et donc, c'était hyper beau. C'était un café philo, là, où les gens parlaient entre eux et ils cherchaient des solutions pour qu'il puisse, lui, être plus aligné, justement, à ce qu'il ressentait profondément et pas à ce que le formulaire lui demandait. Et pour que la fluidité puisse devenir une réalité. Exactement. Plus qu'un concept. Tout à fait. C'est hyper beau de voir beaucoup d'hommes venir à ces échanges et me dire, enfin, je commence à comprendre un petit peu ce qu'on entend par non-binaire et qu'est-ce que ça me soulage, en fait, moi aussi. Je trouve ça assez fou, quoi. Donc, ça va dans tous les sens, mais en général, ça pleure, ça rigole, ça se fait des câlins. Je fais beaucoup de câlins. Et en fait, c'est des câlins aux arbres, quoi. Tu vois, on se fait ce genre de câlin avec le plexus, chose que j'aurais jamais faite avant parce qu'on m'a toujours dit dans le métier, attention, prendre la distance avec le public, réponds pas à tout. Et en fait, là, je m'écoute de plus en plus et en fait, plus on les repousse, comme si on n'avait pas besoin d'eux, et plus on est mal à l'aise, en fait, enfin, me concernant. Là, vraiment, je fais village et je trouve ça merveilleux de voir des personnes sortir de là en se disant je peux faire des choses, quoi. Et puis le vrai tour de force, je le rappelle, c'est que le spectacle est très drôle. Merci. Tout en réussissant à être très didactique sur certains sujets, où on se dit il y a encore besoin d'être didactique, en fait. Oui, peut-être c'est fatigant. C'est pas moralisateur. Non, j'adore ça. Ça fait partie de ma nature. D'ailleurs, on m'a fait un prank il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, à Angers, qui était très drôle, dans un restaurant où il y a quelqu'un qui vient me faire des blagues racistes. Elle me dit, je peux tester des blagues et tout. Et elle me dit, pourquoi elle est noire ? Vraiment, elle m'enchaîne plein de blagues comme ça. Et à la fin, elle me dit, c'est un prank. Ils m'ont dit, on a cru que t'allais t'énerver. Je fais, non, je peux pas, parce que pour moi, quelqu'un qui me fait ce genre de blague face à face, elle a un problème psychologique. Je vais essayer de l'accompagner, de l'écouter. Non, je suis assez dans l'écoute et la bienveillance. Et je pense que c'est ce qui nous manque, effectivement. Donc, j'essaie de partager ça en m'en disant, vous voyez, ça va pas nous tuer d'être
vulnérables tous ensemble. Là, tu vois, c'est mon regard le plus admiratif. C'est-à-dire de résister sans se mettre en colère, c'est quand même... Ouais. Ouais, moi, j'arrive pas. Je me mets en colère sur pas mal de choses, hein, mais il y a des choses sur lesquelles, non, je n'en vois pas l'intérêt. Très bien, musique toujours, on écoute Cassie avec Long Way to Go. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Cassie sur Nova, Long Way to Go. Je ressoumets le titre à Charles Soignon. Oui. Je le connaissais pas vraiment celui-là. J'avais entendu. Non, mais il est bien, j'aime bien. Ouais, il a un peu plus à l'ancienne, mais j'aime bien. Tu le dis dans le spectacle Être humain, tu as fait tes débuts à 19 ans. Ouais. Soit avant-hier, hein, on va pas se le cacher, ou alors il y a 19 ans. Ce qui signifie que tu as passé la moitié de ta vie à être artiste et de fait personnage public. Rétrospectivement, ça t'inspire quoi ? Et en fait, j'ai commencé la télé, j'avais 8 ans. Oui, mes premiers téléfilms fois, et tout, les caméras, jouer avec Michel Aumont dans un téléfilm, faire une pub pour la Coupe d'Europe 96, jouer avec Navarro, enfin Roger Hanin. Ça a été très vite, Après, j'ai fait même une pub, un casting pour le Paris. J'étais en callback et tout. Donc, en fait, moi, c'est toujours été dans ma famille d'artistes. C'est pas quelque chose de pas naturel pour moi ou de forcé et tout. Donc, qu'est-ce que ça me... Non, parce que je veux dire, sur l'œil public... de fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un anonymat tout à fait relatif. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai jamais connu autre chose en fait. Je me suis rendu compte là il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis bien content d'être en Bourgogne en ce moment. Maintenant, avec des personnes qui vraiment se foutent de ma notoriété totalement. Ils savent à peu près que ce que je fais, mais ce qui les intéresse, c'est vraiment que je sois poli, sympa. Et ils me le rappellent bien des fois quand je me la pète un peu à la parisienne. Ils font oh là là, calmez, tes tomates elles ont poussé ou pas ? Je suis là, non, elles ne peuvent pas pousser. Bon, alors on va au jardin. Non, en fait, ça me fait du bien ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a pas longtemps dans une rencontre au cinéma avec une personne de Angers qui me disait il y a beaucoup de racisme et tout. Et je lui disais que je trouvais pas forcément, et je lui dis c'est vrai que je me rends plus compte parce qu'en fait moi avant d'être noire je suis connue maintenant, et donc effectivement c'est particulier, c'est tellement ma vie que je sais pas trop quoi en dire. Après je suis pas super connue non plus, il y a plein de gens qui me connaissent pas dans la rue et je vis très bien. L'expérience la plus dure quand on est jeune humoriste, c'est le comedy club ou le talent show télévisé, puisque tu es aussi entré très tôt dans la télé déjà. Tout à fait, c'est la télévision. C'est la télévision, c'était en plus les premiers commentaires, les blogs, et qui étaient hyper atroces sur ma personne. Là, je parle de On ne demande qu'à en rire, en l'occurrence pour ceux qui n'avaient pas la ref. On ne demande qu'à en rire, ça me rappelle, ça n'avait pas encore les réseaux, c'était plutôt les blogs. Il y avait des blogs sur l'émission, et je me rappellerai toute ma vie, c'était hyper traumatisant sur ce que je dégageais, parce que c'était un visage et une énergie qu'on n'avait pas encore vue en télé, et du coup c'était des commentaires comme c'est quoi, c'est une fille, c'est un garçon, on dirait un monstre, et ils rigolaient entre eux les gens et tout. Donc je me rappelle de ça comme un truc hyper violent pour moi. Tout à fait violent, qui est toujours ancré comme un truc de ça, les gens peuvent être durs donc l'expérience du Comedy Club qui de fait par définition était plus directe. C'est mes mains que vous entendez, c'est la confrontation. C'est pas autre chose, ça peut être beaucoup de bruit. Mais ça t'a semblé plus facile? Oui, plus naturel peut-être. Plus naturel, pas plus facile. Il y a des moments où c'est hyper dur aussi. Il y a le regard des gens à l'époque aussi qui était en mode allez fais-nous rire, c'est vrai que beaucoup de femmes le disent encore aujourd'hui et c'est le cas. On arrive avec, on part de moins 10 quoi. On part de moins 10 et puis et pour être sympa moins 10 et mais tout est dit. C'est difficile, les deux sont difficiles à leur manière, mais il y a quelque chose de l'ordre de plus du vivant quand on est sur scène. C'est le spectacle vivant, on y est et on peut contrôler ce qui se passe entre guillemets. Donc c'est forcément plus agréable. Toi qui l'as étudié de près, puisque tu lui as même consacré un doc il y a 7 ans, le stand-up français au smartphone, en quoi est-ce que le milieu a le plus changé ou bougé peut-être depuis tes débuts? On a énormément de comédie clubs maintenant en France, c'est assez fou. À l'époque tout était concentré sur Paris. Maintenant, moi qui adore vraiment voir le développement du stand-up en France, et avec ma tournée là, je continue d'aller voir des comédie clubs. Là, je reviens justement de Angers, où ils sont en train d'ouvrir, je crois, le plus beau comédie club de France, qui va être énorme, qui est un ancien cinéma qui s'appelle le Palace. À Nice, ça vient d'ouvrir. À Orléans, ils sont dans les travaux. Marseille Comedy Club arrive. Et je trouve ça formidable parce que j'ai toujours prôné l'idée que les gens, c'est bizarre comme phrase, mais restent chez eux. Parce qu'en vérité, c'est vrai, on vient tous à Paris, on fait le même humour parisien au final, c'est quand même mieux de bider face à l'océan que bider et prendre le métro ensuite.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'enrichissement quand on voyage pour faire des blagues. Et je trouve ça formidable comment ça se développe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui montent leur comédie club, qui sont leurs propres producteurs. J'ai été assez pionnière dans tous ces domaines-là. Oui, tu l'as fait. Ouais, d'abord monter une boîte de production. Ouais. J'étais une des premières, je crois. Kian ensuite m'ont suivi, et puis Yacine Bellous. Et puis on s'est dit, oui, c'est vrai que c'est mieux d'ouvrir ces boîtes de production pour aller au bout de nos envies artistiques. Et puis après, effectivement, j'ai ouvert un comédie club parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de lieu qui était assez bienveillant, qu'on était pas mal exploité. Ouais. En tant qu'humoriste, on était payé un peu au lance-pierre, et puis des fois on se rendait compte que l'autre il gagnait 100 balles et nous 10. Enfin, c'était vraiment pas ouf, quoi. Beaucoup de misogynie, beaucoup d'agression, beaucoup de choses où je me disais c'est fou parce que je vois des gens se plaindre de certains lieux et y jouer, et se plaindre et y jouer. Je disais mais attendez les gars, les filles, on a qu'à créer nos lieux, non? Et ça paraissait assez fou pour les gens d'entendre ça, et maintenant ça y est, c'est parti, tout le monde le fait. Je suis assez fier et honoré d'avoir ouvert la voie là-dessus, pour les jeunes humoristes évidemment. On poursuit la conversation dans un instant, juste avant une petite pause publicitaire. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall out. Fucking hell. Toujours en compagnie de Shirley Soignon, venue nous parler des ciné-rencontres avec le spectacle Être humain. T'as fait 1000 choses, ou presque, de la scène, de la chronique radio et télé, de la production, chef de comédie club, et aussi de la série télé. Tu l'as dit, moi, j'ai un souvenir d'un personnage aussi peu recommandable que fantastique dans la série Engrenage, soit Aurélie Poirier, alias Oz. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette expérience-là ? Merveilleux, j'ai adoré cette expérience d'acting. En fait, j'ai toujours voulu quelque part dans un coin de ma tête faire plus d'acting, mais l'humour m'a pris énormément de temps et je respecte beaucoup l'acting, et je me suis dit je peux pas le faire à l'arrache entre deux spectacles, entre deux tournées. Donc c'est un peu ce vers quoi je tends aujourd'hui après la ciné-rencontre justement. Et c'était formidable, j'ai adoré j'adore les plateaux de tournage en fait, parce que justement j'ai rien à contrôler, j'ai rien à faire d'autre qu'être au service d'eux. Et j'ai bossé avec une coach d'acteur qui était extraordinaire, et on a bossé pendant 6 mois, et l'équipe de tournage était super parce qu'on a 3 réalisateurs différents, donc c'était presque faire 3 films différents, rencontrer 3 directions différentes, les collègues sur plateau étaient superbes, et jouer quelqu'un que moi je pensais être dur dans ma vie intime, je pensais être vraiment violente, et de me retrouver face à Oz, je me suis dit ok, en fait moi ça va. Ça m'a un peu réconcilié avec moi. En fait je suis plutôt cool, je tue pas des gens, c'est chouette. Ouais. Donc ça veut dire plus de Shirley en série et au ciné ? J'aimerais beaucoup. Ouais. Je me suis remis en agent, j'avais arrêté pendant un moment et tout parce que c'était incompatible avec ma vie de productrice. Bien sûr. Et là ça l'est. J'ai beaucoup plus de temps, donc j'ai très envie. Alors, puisqu'on parle de cinéma, ça s'est passé vendredi dernier, un discours qui personnellement m'a marqué et que j'aimerais te soumettre. Il s'agit donc de Karim Leclou, qui allait recevoir le prix de meilleur comédien pour le roman de Jim. Je voulais vous remercier d'avoir fait cet éloge de la gentillesse. Je crois en fait que c'est une qualité qu'on ne met jamais assez en avant, et qu'il y a des gens qui passent comme ça dans la vie. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec beaucoup de gens comme ça autour de moi, avec discrétion et gentillesse, et qui passent dans la vie comme ça. Alors voilà, moi j'ai vu des ponts directs avec ce que tu racontes dans Être humain. Marrant, au-delà de tout mon amour pour Karim Leclou, vraiment qui est un comédien exceptionnel. Tellement. Porter ce discours-là dans une cérémonie comme celle-là, c'est beau, c'est beau de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais des gens gentils. Bah non. Parce que de toute façon ils sont gentils, donc ils disent rien. Donc évidemment ça m'a. D'ailleurs je viens de voir le roman de Jim hier. Ouais. Effectivement. T'as pleuré toutes les larmes de ton corps ? Non, pas tant. Ah ouais. Mais c'était. Moi, je suis une pleureuse. C'est vrai, c'était touchant. J'ai enchaîné avec Emilia Pérez, avait beaucoup d'infos pour moi. Mais non, il est extraordinaire cet acteur. Et vraiment, oui, il joue tellement bien, il tient bien ce rôle. Mais prôner la gentillesse et la bienveillance, comme tu le fais aussi à ta manière. Parce qu'il y a une invitation à ça aussi. Tout à fait, à la compassion, à l'empathie, à l'écoute de l'autre, en fait, tout à fait. On me dit souvent que je suis gentil et tout, mais je dis non, je suis dans cette tentative d'être humain, et des fois je le suis pas, hein. Mais évidemment, oui, c'est beau de le prôner, parce qu'on a passé, j'ai passé moi de mes 19 ans là à aujourd'hui à entendre qu'il faut être gentil, c'était être con, quoi. Et on finit par l'intégrer un petit peu quand même. On se dit c'est vrai, peut-être que je suis trop sympa, peut-être que en fait je vais me faire bouffer. Faut pas être sympa, il faut être un sauvage. Je crois que justement quand on voit l'évolution de l'humanité, en fait
on est parti de pas être gentil parce qu'on a eu peur de tout le monde, il fallait se défendre. Ouais. Mais maintenant, ça y est, c'est bon, on va mieux là. On a du chauffage et tout, il y a le wifi. Calmons-nous, on peut être sympa. Ouais, Ça va pas nous tuer. Au contraire, ça va nous renforcer. Donc je suis tellement d'accord avec ce discours. On parlait de projets de fiction. Je crois qu'il y en a un autre qui te tient à cœur. Ah bon? J'ai tellement d'idées en tête. Une résidence, peut-être? Ah oui, pardon, Oui. je croyais que tu parlais de fiction. Oui, Non, non. oui. J'étais là, bon, j'écris un film. Ah oui, c'est vrai en plus. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, ma maison en Bourgogne, en fait, Ouais. elle se divise en deux. Donc une partie qui est à moi, ma petite maison personnelle, toute petite. Et puis il y a une grande partie, une grande maison qui est en rénovation. Là. Ouais. Et j'aimerais bien effectivement y faire une résidence artistique, une maison d'artistes, une maison culturelle et sociale en fait, où je puisse aussi accueillir des personnes de ma région parce que je suis dans la diagonale du vide. Tout le monde m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, je le sens. Un peu comme quand j'ai ouvert le Barbès Comedy Club à Ouais. Barbès et tout le monde m'a dit mais pourquoi Barbès? Et là où les gens ne veulent pas aller, c'est là où je veux aller. Pour mettre de la lumière sur les parts d'ombre qu'on voit. Donc oui, là où je suis, il y a un grand besoin en écoute, en culture, en partage. Il y a beaucoup de personnes âgées isolées. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment perdus. Il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas de médecins. La plus grande des délinquants, j'en parlais avec les gendarmes, c'est les féminicides encore. Alors que je trouve qu'il y a beaucoup de trafic de drogue quand même. Donc c'est quand même les féminicides qui restent au cœur. Donc je me dis, il y a un dialogue à ouvrir, des choses à échanger et des personnes à remettre au centre encore une fois. Et là, ils sont comme des zombies un peu à des endroits. Quoi. Ouais. Donc j'ai très envie de faire que cette maison soit ouverte et qu'ils puissent y entrer quand ils veulent. Très inspiré par Bob Marley là-dessus. Une maison ouverte à n'importe qui. De toute façon, ma porte est toujours ouverte. Je devrais peut-être pas dire ça parce que je suis en tournée, mais la porte est clairement ouverte actuellement en Bourgogne. Alors, on sait jamais, voilà. Ouais. Et de toute façon, qui doit entrer rentrera, que ça soit fermé ou ouvert. Ça, c'est ma philosophie. Et donc oui, j'aimerais beaucoup donc déjà accueillir des artistes avec qui je travaille déjà, Ouais. avec qui j'accompagne donc le côté très artistique, mais aussi le côté faire des ponts entre les artistes que je connais, les sculpteurs, des cordonniers, des peintres, des écrivains, et puis des personnes qui en auraient besoin, quoi. En se disant qu'on peut faire des ponts les uns entre les autres et que ça nous enrichit, comme les ciné-rencontres. J'aime les rencontres. Une sorte de maison de la bienveillance, pour y Ouais, revenir. totalement. Voilà. Bon. Dernier titre choisi pour toi, avant de te laisser la main et de choisir les tiens dans les playlists de Nova. Jill Scott, Golden. Oh yeah. Le score sur Radio Nova. Jill Scott et Golden. Si je prends la peine de demander à Shirley Soignant si le titre lui plaît, c'est vraiment pour les gens qui écoutent, parce que moi je t'ai vu chanter à tue-tête sur la chanson C'est pendant une chanson tout que j'écoute le matin beaucoup. Ouais. Living my life like it's golden, living my life like it's golden. Non, mais Ce qui est un bon mantra en même temps. Et de fou, Ouais. évidemment. Évidemment. Vivre sa vie comme une vie d'or, évidemment. Il y a une autre formalité à remplir ici, une rafale de questions sur la musique. La règle est la suivante, tu dois répondre idéalement du tac au tac et je ne peux pas te demander de justifier tes réponses. D'accord. Ce qui est faux, hein, on va pas se le cacher, je te demanderai sûrement un instant. Mince. Est-ce que tu es prête? Bah non, mais let's go. Allez. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne. Otis Redding. Laquelle il y en a tellement d'Otis Redding qu'on écoutait le matin. Je n'ai plus de titre là d'un coup. C'est le genre de stress de jeu, il faut aller vite. Otis Redding, vous n'avez pas un titre à me donner là? Sitting on the dock of the bay. Évidemment, c'est celle-là que je cherchais au plus. Sitting on the dock. Ah oui, ça c'est une chanson. Alors, qui m'a- la voix que vous avez entendue est évidemment celle de Quentin qui réalise Ouais. cette émission. Ah, yes. Je ne me dédouble pas encore à l'envie. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Je sais pas pourquoi TLC, No Scrubs. Bah, évidemment. Ouais, ça j'ai vu. Pour moi, c'est vraiment le cri de ralliement. Avec le. Allez, Avec la on y tête va. qui bouge. Ouais. Nénéné. Ton hit de karaoké. Mon hit de karaoké, Ouais. un truc que j'arrive pas du tout à faire en plus. Tu sais, c'est comment elle s'appelle de Céline Dion, la truc horrible là qui monte là. All by myself. All by Ouais. myself. Je la rate à Personne, chaque fois. personne Pourquoi t'as jamais. fait ça Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Bobby Lapointe. Au pays d'Agadadragon, il y avait une fille qui aimait les gaz au citron et vanille. J'adore. Bah, c'est du rap, hein, ni plus Ouais, ni de moins. fou, j'adore ce Ouais, rappeur. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Immédiatement. Shy Guy de Diana King. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. Émile et Images, toutes les chansons d'Émile N'importe et laquelle. Images. Ta chanson de comédie musicale préférée. Je crois que ça va être classique. Ah non, j'allais dire une bêtise. SOS d'Intérieur en détresse de Starmania. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours.
Qu'est-ce que j'ai écouté le plus ces derniers jours? Je crois que c'est Best Part de Daniel Caesar. Et la chanson dont tu as mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, dans la catégorie pénible. Ah, tiens donc. C'est le genre de truc qu'on oublie toujours au moment donné. Bah, puis quand ça revient, évidemment, c'est revenu. Titre pénible, c'est genre qu'un truc que j'aime pas trop, quoi. Oui, c'est le truc où tu te surprends dans la rue à dire pourquoi en fait. Ah non. Pourquoi? Ouais, écoute. Pas de réponse, je vais t'en inventer une. Hein. Ah bah non, s'il y en a pas, il y en a pas. Il y en a pas, je ça crois. veut dire que ton esprit est libre et ça c'est chouette. Ouais, non. Moi je suis toujours emboucanée par des chansons de pub, tu vois. Ah oui. Non, moi ça m'arrive dans la journée même et puis après c'est parti quoi. Eh ben tant mieux. J'ai pas envie que ça revienne là, si tu veux. J'ai pas envie. Je rappelle l'actualité. Être humain, libérer notre rapport à la vulnérabilité, les représentations et ciné, les conversations, quelques dates. Le 6 mars au Cinéma Galerie à Bruxelles, le 8 au Pâté Fauvette à Paris, le 14 au Kinépolis de Nancy et toutes les dates à retrouver sur ton site. Yes, le 7 mars d'ailleurs à Lille. Il y a un 7 mars à Lille. Il y a un 7 mars à Lille au Kinépolis, pas de problème. Ouais. Eh ben voilà, c'est parfait. Ouais, c'est cool. Il y en aura pour tout le monde. Tout à fait. Et il est grand temps, Shirley, de passer à ta playlist, à toi. Pour démarrer, tu as choisi Blackstreet et No Diggity. Pourquoi ce titre? Parce que je l'aime bien. Bah voilà. Ça me fait bouger, c'est le genre de morceau qui me fait bouger. No Diggity. Enfin, c'est parce que je suis vieille aussi maintenant. Ça y est, c'est des vieux morceaux, non? Autant que moi. Ouh là là, t'inquiète. Oui, bon. ça va. Non, j'aime beaucoup ce morceau. Pas forcément de... J'ai vu la playlist que tu m'as proposée, ça m'a parlé direct. Ma tête a bougé dans ma tête et j'étais là, il faut le mettre. Eh ben c'est parti. No guitars. Le score. No stops. Sur Radio Nova. No fun. Nova. All Eyes on Me, Tupac, pour clore le score consacré à Shirley Soignon. Merci 1000 fois d'être passé par ce studio. Merci beaucoup pour les questions et pour l'accueil, c'était cool. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.